Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir résumer le quatrième article, celui de Sorica et collaborateurs en 2018 pour le contrôle continu d'attribution causale et de perception des personnes. Et on commence tout de suite avec le cadre théorique. Alors dans cet article, il est question en fait des enfants. Donc le but en fait, c'est un échange entre les parents et les enfants. Les enfants ont souvent des problèmes, divers troubles. Là, dans l'étude, ce qui compte principalement, c'est le trouble des conduites et le trouble oppositionnel avec provocation. Et pour ça, les parents ont recours en fait à la formation comportementale des parents. Et dans ce cadre-là, on essaye de voir en fait quels facteurs font que cette formation est plus ou moins efficace. Et donc là, en fait, on a auparavant trouvé qu'il y avait des données démographiques, parfois les troubles mentaux des parents, enfin par exemple la dépression chez les parents, et on s'interroge aussi sur, et c'est là qu'est l'intérêt de l'étude, les attributions causales qu'auraient les parents sur le problème de leurs enfants. Donc typiquement, une attribution causale interne stable et contrôlable par rapport au trouble que possède l'enfant est considérée comme problématique car il va venir diminuer l'effet de la formation comportementale des parents. Donc en anglais c'est behavioral euh, parents training ou quelque chose comme ça. Et donc ça va venir, oui, voilà, diminuer l'effet de ce traitement en fait en quelque sorte. Surtout si il y a déjà de base certains facteurs qui sont peu enclins à un bon fonctionnement de cette thérapie, de ce traitement, donc notamment le statut socio-économique qui compte un statut socio-économique faible va venir diminuer les performances. Et voilà, encore une fois, je me répète, les problèmes mentaux des parents. Et donc voilà, dans cette expérience, voilà, je me répète encore une fois, on teste si l'attribution causale va servir de prédicteur sur l'efficacité de du traitement, donc la BPT. Et donc pour ça, les chercheurs vont faire une étude un peu longitudinale, si on peut dire ça, avec un pré-traitement, un post-traitement et 3 mois et un suivi de 3 mois plus tard. Donc il y a 3 moments de passation finalement, 3 moments où on prend les mesures. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit article est basé sur le modèle de Oza et collaborateurs, vieux de 2006. Il est juste ici, donc je vais aussi mettre en lien cet article, tout simplement parce que voilà, j'ai pas envie de me faire d'avoir des problèmes, hein, je vais mettre la source, voilà, pas de souci. Et donc en fait, à travers ce modèle, on a tout simplement ici les enfants, les parents, le fonctionnement familial, les caractéristiques familiales, un traitement, euh, un traitement qui travaille sur les intentions, les comportements, et voilà, enfin voilà. Autrement dit, il y a l'état initial, le traitement, et l'état final qui fait qu'il y a une augmentation, en fait, enfin, positive dans le sens de l'enfant, en fait. Il y a une évolution positive dans le sens de l'enfant et dans le fonctionnement familial, en gros. Et ce qui va modérer, en fait, ce traitement et ses résultats, simplement les conditions initiales des parents, notamment leurs croyances. Donc, pour le modèle de OSA, c'était basé sur le TDAH, donc croyance envers le TDAH. euh, Si pour eux ça va être efficace, les attributions sur les comportements et résultats de l'enfant, donc attribution causale. Et aussi, voilà, ce qui vient aussi impacter le résultat et le bon fonctionnement du traitement, ça serait aussi tout simplement changements de cognition parentale, si bien évidemment certaines sont problématiques dans les cognitions initiales. Alors donc, pour revenir en fait à nos moutons, les auteurs ont fait deux hypothèses. Une première, c'est que les attributions causales des parents, donc lors du pré-test, sont les seuls prédicteurs de réussite après avoir contrôlé les autres prédicteurs de réussite. Donc les autres prédicteurs, on en parlera dans la méthodologie. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y aura des modifications, enfin que des modifications des attributions causales modifiera les résultats. Donc résultats, c'est tout simplement euh, les comportements du petit. Donc c'est en fait, on va voir dans les mesures, c'est en fait la gravité du diagnostic du trouble des conduites ou du trouble obsessionnel avec provocation. Alors passons maintenant à la méthodologie.
Et donc on a 318 familles provenant du CBRC, donc en fait c'est un centre de recherche à Sydney en Australie, avec des enfants de 3 à 16 ans, donc là c'est vraiment très large. Et ils ont du coup soit un trouble obsessionnel avec provocation, soit un trouble des conduites. Ils acceptent que les enfants aient des comorbidités, parce que souvent, voilà, ces troubles sont accompagnés de comorbidités, mais ils n'acceptent pas cependant un déficit intellectuel. Là, on peut se poser la question pourquoi. Je dois vous avouer que c'est pas bien expliqué, il me semble. Alors bien évidemment, une étude longitudinale sur plusieurs mois, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte plutôt, ça engendre forcément des pertes. Et donc là, à la base, il y avait 318 familles. Finalement, il n'y en a que 250 qui passent le pré-test, 218 qui passent le post-test, pardon, le post-traitement. Je dis test, mais c'est traitement. Les deux commencent par test, ça y est, je m'embrouille. Et 199 qui passent le moment de suivi, donc 3 mois plus tard. Donc on va parler des autres facteurs qui vont être contrôlés pour vraiment qu'on s'attarde vraiment sur les attributions causales. Donc qu'est-ce qui a été contrôlé? Donc on a des données démographiques, donc notamment le statut socio-économique avec un questionnaire, il me semble, c'est le CEIFA. Le statut marital, donc si les parents sont mariés, divorcés, si par exemple, une mère ou un père veuf ou juste divorcé, voilà, peu importe, enfin peu importe, ça peut être plein de situations de ce genre. L'âge de l'enfant est aussi pris en compte, et en fait toutes ces données sont faites au moment du pré-traitement. Alors on a aussi, pour finir, le lieu de vie, où en fait il y a même tout un tableau qui vient comparer s'il y a des différences significatives. En réalité il me semble qu'il n'y en a pas. En fait si les familles viennent de métropole ou viennent plus d'un environnement rural. Alors ce qui est contrôlé aussi comme facteur, ce sont les troubles mentaux. Euh, Là justement, là c'est plus la VD, là c'est plus ce qui est mesuré, pardon. Donc les troubles mentaux, donc là on utilise la DISCAP. Donc en fait c'est une sorte de, si j'ai bien compris, de DSM-4 pour un peu tout le monde. Et en fait on a révélé voilà, que la majorité des personnes, des enfants qui avaient le top ou le trouble des conduites avaient encore en réalité le TDAH ou de l'anxiété, voire de la dépression. Et en fait comment ça marche ce petit DISCAP? Ça marche en fait avec des scores de 1 à 6, 1 et 2, si en fait il n'y a pas assez de symptômes cliniques. 3-4 c'est relativement modéré, et 5-6 il me semble que c'est vraiment là où c'est le plus fort diagnostiquement. Il y a vraiment par exemple un trouble des conduites, disons, sévère. Donc ça c'est à partir de là en fait qu'on a mesuré la VD. Donc là c'est bien la VD, les troubles mentaux. Donc par contre ce qu'on a bien donc là c'est plus la VI, pardon. Donc là c'est les attributions des parents, donc fait avec le PAM, donc parents attribution mutuelle. Le titre est pas bien compliqué à retenir. Donc en fait, il s'agit tout simplement de 12 questions, de 12 items basés sur l'intentionnalité, la permanence et la disposition des comportements de l'enfant. Donc autrement dit, on pose des questions où le parent répond en fait si les comportements de l'enfant sont selon lui ou selon eux contrôlables, stables et internes. Donc là en fait, le problème de ce test, de ce petit PAM, entre guillemets, c'est juste que c'est une échelle délicate uniquement sur 3 points, donc c'est relativement peu sensible. Donc avec les 12 items, ça peut faire au total un score sur 24 points. Donc ça peut faire soit 0, 1, 2 points. Et donc là, on avait des exemples. Donc cités dans le texte, donc notamment il y a Purchase My Buttons, où en fait, c'est par exemple une question où l'enfant fait exprès en fait de m'agacer, de me mettre dans une situation bouleversante. Il le fait volontairement, juste pour... il fait exprès de me mettre dans cet état. Donc là, c'est la part en fait intentionnelle. Il y a une autre question où il dit oui, mon enfant, ça sera toujours un problème. Donc là, c'est la part un peu stable. Donc stable, permanence, voilà. On voit bien le lien. Et une autre, c'est où je suis navré que mon fils ou que mon enfant soit en fait juste une mauvaise personne. Donc là, ça serait plus question type dispositionnelle, donc en référence à l'interne. Donc là, on voit bien en fait le lien entre les trois. Et donc là, c'est bien un facteur qui a été contrôlé, voilà, pour le dernier. La dépression des parents est un facteur qui a été contrôlé. Et donc pour ça, on a utilisé la BSI, donc c'est un test sur la dépression, en fait, qui est basé sur les 7 derniers jours, et il n'y a que 6 items. Donc est-ce que c'est vraiment
efficace pour mesurer la dépression des parents. Moi, je remets un peu en doute 6 items juste sur les 7 derniers jours. Je suis pas très. Bah, après, c'est juste une variable contrôlée, mais bon, peut-être plus mesurable que ça. Donc, parlons maintenant des résultats. Donc, il y a évidemment 3 mesures, une au pré-traitement, une au post-traitement et une 3 mois après, donc période de suivi entre guillemets. Donc pour les résultats, donc il y a eu différentes ANOVA de fait. Donc la première, on a eu une différence significative des troubles de la conduite entre les différents moments. Donc autrement dit, il y avait une différence significative. Donc en fait, c'était des moyennes sur 6 points, vu que voilà, le score va de 1 à 6. Donc que ce soit trouble des conduites ou top d'ailleurs. Et donc voilà, les scores étaient significativement différents entre le moment d'évaluation, donc que ce soit en pré-traitement, post-traitement, et 3 mois de suivi. Donc là, on va voir globalement en fait ce qu'on comprend grâce à test à posteriori, pardon, notamment en utilisant le Bonferroni, qu'on a vu en cours ce lundi d'ailleurs. Ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a bien eu un effet en fait de la BTP globalement. Donc là, j'ai mis 3F, je sais pas pourquoi. Différence significative en fait, donc en faisant un test a posteriori, on voit bien qu'il y a une différence significative entre le pré-test et le post-test plus la période de 3 mois. Donc là, c'est exactement comme on a vu en cours, c'est vraiment euh, comparaison orthogonale, il me semble qu'on appelle ça comme ça. Et par contre, il n'y avait pas de différence significative entre le post-traitement et le 3 mois de suivi. Donc là, ce qu'on voit, oui, voilà, c'est vraiment qu'il y a eu un effet avant-après traitement, quoi. Sur les troubles de la conduite et les TOP. Donc, une deuxième analyse de variance qui vient montrer une différence significative des scores d'attribution causale. Des parents, en fait. Donc, ils sont différents en fonction du moment d'évaluation, toujours pré, post, 3 mois. Et donc, en fait, globalement, il y a eu une baisse pour les mères et les pères de ce score d'attribution causale. Donc, je rappelle que le score, il est sur 24. Donc, c'est le petit, là, ici. Le score est sur 24. En fait, plus le score est élevé, plus le parent a cette attribution qui est jugée problématique, donc basée sur une attribution interne stable et contrôlable. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est problématique. Et du coup, plus le score est élevé, plus le parent a cette, attribution problématique. Et finalement, ce que cette ANOVA montre, en fait, c'est que il y a une diminution en fait, de cette attribution problématique, certainement due à la BTP. Donc il y a une troisième ANOVA qui a montré des différences significatives des résultats. Donc des résultats. Alors là, de quoi je parle déjà? Ah oui, en fonction de l'évolution des attributions parentales. Donc là, en fait, c'est ce qu'on cherche là, c'est la prédiction. Donc, est-ce qu'en fait, euh, les résultats diffèrent, donc les résultats en termes d'intensité du top ou du trouble des conduites, en fonction de l'attribution parentale. Et donc là, on voit que oui, en fait. Et dans ce qu'on voit, en fait, donc là, c'est vraiment, on cherche à prédire. J'ai pas trop compris l'histoire du modèle. J'avoue que là, c'est pas hyper précis. À un moment, il parle du modèle, mais d'un modèle. Globalement, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, le niveau d'attribution, enfin, le score d'attribution causale de la mère prédit les résultats du post-test et du 3 mois plus tard, du suivi. Alors que pour le père, il ne prédit uniquement le 3 mois plus tard. Alors, je rappelle juste que pour faire ces ANOVA, en fait, ils ont fait le score post moins le score pré. Donc, en fait, globalement, si la famille, enfin, les parents avaient un score négatif, ça voulait dire quoi d'ailleurs? Est-ce que c'est post moins pré qu'ils ont fait? Je suis en train de me... Ouh là là, je suis en train de me confondre. Ou est-ce que c'est pré moins post? Je suis en train de m'embrouiller. En gros, ce qu'ils disent, c'est que le but, c'est qu'ils aient un score négatif. Donc, post moins pré, si là, c'est supérieur au pré, c'est-à-dire qu'ils seraient... Ok, d'accord, je me suis trompé, c'est pré moins post qu'ils font. Hop, je me suis trompé. Je corrige ça tout de suite.
Il me semble que oui, je ferais vérifier l'article, mais c'est bien. Il me semble très mon pas ce qu'il fait. Bref, c'est pas très non plus, c'est pas non plus le plus important. Ce qu'il faut comprendre en fait, donc l'étude est dans le sens pire. Le sens pire, c'est pas très clair. Je vais vous détailler ça. En fait, tout simplement que ce que montre cette étude, c'est que plus l'attribution causale des parents est problématique, autrement dit plus on s'approche du score sur 24, et plus le score en trouble des conduites ou encore trouble positionnel avec provocation va être élevé. Et autrement dit, si le score est plus élevé, ça veut dire que la BTP a été moins efficace. Donc là, on voit bien en fait qu'il y a un lien, enfin que les attributions voilà, font une attribution problématique fait que le BTP sera moins efficace car elle va rendre en fait le score de trouble des conduites et de troubles positionnels et provocation plus épais en fait. Alors maintenant on va parler de la discussion. La discussion c'est un peu fragile. Je vous dis, j'ai pas vraiment tout maîtrisé dans la discussion. Donc vous y référez pas genre à 100% quoi. Au sens où voilà, faut. Enfin, je sais que tout le monde fait de son côté quoi, mais voilà, moi j'ai pas au sens où cette discussion-là, c'est pas qu'elle est pas fiable, c'est qu'elle est pas complète en fait. Donc on a le BPT, donc c'est tout simplement le traitement qui permet une réduction de base des attributions causales en fait. Parce qu'on voit en fait que de base, grâce à ce BPT, les parents ont une attribution causale qui est diminuée. Mais le problème c'est que c'est que en fait observable, au sens où on ne peut pas le prouver. Pourquoi? Parce qu'en fait il n'y a pas eu de contrôle. Donc on ne peut pas attribuer changement d'attribution au traitement. Il aurait fallu un contrôle pour être sûr que c'est bien le BPT qui fait que les parents ont une attribution causale euh, moins problématique. Alors cette étude en fait converge avec d'autres études où en fait ces autres études, je ne sais plus c'est lesquelles exactement, ont montré une corrélation positive entre le changement d'attribution et le succès au traitement. Donc là c'est pareil, le changement d'attribution, là c'est un peu pareil au sens où là c'est dans le sens positif, donc au sens où les parents changent d'attribution, donc il y a plus de succès. Là l'étude ce qu'elle montre c'est si elle reste problématique, les résultats seront moins efficaces. Voilà, donc c'est un peu dans le sens contraire. Alors aussi, ce qu'on a vu, c'est que avec cette prédiction, c'est qu'en fait, les attributions, cette prédiction en fait était plus efficace pour les mères. Alors là, les auteurs ont cité plusieurs idées, notamment une part culturelle, où en fait la mère serait la première donneur de soins et donc la première à souffrir des comportements de l'enfant. Et donc ça serait la première euh, qui serait susceptible en fait de modifier ses attributions causales résistantes, car en fait, vu que c'est la première donneuse de soins, vu qu'elle souffre plus des comportements de l'enfant, passerait plus de temps avec lui. Bref, tous ces facteurs feraient que les les attributions résistantes problématiques seraient plus susceptibles de changer en fait. Et puis les attributions négatives donc problématiques, donc ce fameux interne, contrôlable et stable, seraient en fait potentiellement dues à la fatigue et au stress. Voilà, c'est juste ce que j'ai relevé la discussion, c'est pas incroyable, et je m'en excuse par ailleurs. Mais voilà, ça en est tout pour ce quatrième résumé. J'espère qu'il vous aura été utile, même si la partie discussion n'est pas exhaustive. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, enfin, une bonne fin de journée, une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.